activer le client FTP, gérer les fichiers de serveur d'application. Gérer les fichiers. La troisième réponse. Ok, alors la bonne réponse, c'est la réponse 1. Envoyer un site web à l'hébergeur. Par rapport à ces réponses, c'est pas activer le client FTP, c'est pas gérer les fichiers de serveur d'application, parce qu'on est en train de parler d'un serveur web, c'est pas un serveur d'application. Et dès qu'on s'amène gérer les fichiers de serveur web, ok, on peut la considérer comme réponse correcte. Vous savez, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Non, monsieur, si vous pouvez répéter. Alors, File Manager, c'est un outil qui permet d'envoyer les fichiers vers le serveur. Mais quel serveur? Serveur web. D'envoyer, mais aussi de gérer, c'est-à-dire éditer, modifier, supprimer, renommer, etc. Alors, parmi les trois réponses possibles, la première question, la question envoyer un site web à l'hébergeur, ou la activer le client FTP, ou la gérer les fichiers du serveur d'application. Alors, gérer les fichiers du serveur d'application, ici, on ne parle pas d'un serveur d'application, on parle d'un serveur web, donc c'est incorrect. Activer le client FTP, ce n'est pas via le file manager qu'on va activer le client FTP. Donc, il nous reste la première réponse, l'IA, envoyer un site web à l'hébergeur. Question suivante, le site de l'INSA utilise un hébergement cloud mutualisé VPS. Mutualisé. Pourquoi? Deuxième réponse. Pourquoi mutualiser? Parce qu'on ne travaille pas sur le cloud et on ne travaille pas avec un VPS. Et comment vous avez pu savoir qu'on ne travaille pas sur le cloud et on ne travaille pas sur VPS? Parce que déjà, dans la classe, on n'a pas dit qu'on travaille avec avec le cloud. On ne travaille pas. Comment vous avez pu dire qu'on ne travaille pas avec le cloud et Monsieur, le parce VPS? que les visiteurs, le nom des visiteurs, Pardon? le nombre Monsieur, d'utilisateurs de ce site. Donc, c'est pas un grand nombre. Donc, on n'a pas besoin de performances VPS. Bon, alors puisque j'ai parlé de l'INSA, Monsieur, le domaine de l'INSA, le domaine. non, le domaine site n'a de rien à l'INSA. voir avec le type. Le domaine n'a rien à voir avec le type d'hébergement. Monsieur, monsieur, on a parlé de l'hébergement du site de Oui. l'INSA. Et l'hébergeur, il propose, en fait, quand on a vu les offres, on n'a pas parlé de VPS et cloud. Alors la réponse est mutualisée, tout simplement parce que durant le cours, j'ai donné cette information. J'ai dit que le site de l'INSA utilise un hébergement mutualisé. Ben, sinon, on ne peut pas savoir. On ne peut pas dire que la réponse est mutualisée parce qu'on n'a pas travaillé avec. Comment on n'a pas travaillé? C'est une information. On ne peut pas vérifier. Je ne donne pas l'information, alors vous ne pouvez pas savoir quel est le type d'hébergement. Même si je suppose que j'ai un site avec un trafic qui n'est pas important. OK? Mais ça ne signifie pas qu'on a utilisé un hébergement mutualisé. Je peux avoir un site avec un trafic très faible, mais j'ai décidé d'utiliser le VPS, ou le cloud. Donc ici, c'est une information à donner. Ce n'est pas une réflexion qu'on doit faire, une analyse qu'on doit faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, la première ligne d'un fichier CSV est utilisée comme nom de la base de données, vrai ou faux? Monsieur, vous pouvez répéter? La première ligne d'un fichier CSV est utilisée comme nom de la base de données. Alors, je dois d'abord expliquer le contexte de cette question. On a dit qu'on peut exporter une base de données à travers plusieurs extensions, parmi lesquelles le point CSV.
Alors, le point CSV, c'est autour de la première ligne de ce fichier. Alors, la première ligne d'un fichier CSV utilisé comme nom de la base de données. Est-ce que c'est correct? Alors, la réponse, non. C'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la première ligne sera dédiée pour les colonnes, les noms de champs, c'est-à-dire le nom de colonne de chaque des données qu'on va envoyer, on va utiliser, donc importer, exporter. On ne peut pas qu'en utilisant Joomla ou la WordPress. Je change Joomla par WordPress parce que on a travaillé au Joomla, pas avec WordPress. On ne peut pas réaliser un site techniquement dynamique en utilisant WordPress. Vrai ou faux? Faux. Faux, parce qu'un site en WordPress, c'est un site dynamique techniquement parce qu'il est développé en PHP et MySQL. Alors, la société A veut publier une annonce publicitaire sur des sites web à l'intermédiaire de Google. Je répète, la société A veut publier une annonce publicitaire sur des sites web à l'intermédiaire de Google. Le service à utiliser dans ce cas est Publicité Direct, Google AdWords. Google نعم. Ads. Google Ads. غير بلاتي تسنى. Le service à utiliser dans ce cas est Publicité Direct, Google AdWords, Google AdSense. Google AdSense. AdWords. Alors, la réponse, c'est Google AdWords. Google AdSense, c'est une réponse incorrecte. Pour ajouter le contenu, c'est-à-dire page web, un site WordPress, on utilise la notion de module, plugin, article. Plugin. Je répète, pour ajouter le contenu page web à un site WordPress, on utilise la notion de module, plugin, article. Plugin, monsieur. Alors, la réponse module est incorrecte. La réponse plugin est incorrecte. Il ne reste article. Article au niveau de WordPress, c'est post, P-O-S-T. Alors, page suivante, question suivante, pardon. Sur une architecture client-serveur, PHP-admin communique avec le serveur de données, communique avec la partie client, communique avec le serveur d'application. Serveur de données. Serveur Serveur de d'application. données. Serveur de données. Alors, PHP-admin, c'est une application développée en PHP qui permet de gérer la base de données, donc elle communique avec le serveur de données. Pour un site web, la bande passante dépend de deux types de l'hébergement, le langage de programmation utilisé pour le développement, le type de site. Sur le type de l'hébergement. Type de site. S'il a un site de streaming. Il Pour aura un site une- web, la bande passante dépend de type d'hébergement, langage de programmation utilisé pour le développement, ou là, le type de site. Le type de site. Le site. Le type de site. Alors, là, moi, j'ai expliqué dans la classe, lorsqu'on a fait ce contrôle, que la bande passante que je vais utiliser dans cette question, c'est la bande passante consommée par le site. Et la bande passante, c'est fait deux choses. Soit la bande passante consommée, soit la bande passante autorisée pour le site. Donc, lorsque le terme la bande passante signifie la bande passante consommée, donc la bonne réponse, c'est le type de site. Work/web/index.html est un chemin relatif. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Ouais. Question suivante. Les maquettes sont utilisées souvent pour analyser le contenu de site web,
valider la charte graphique et le design d'un site web par le client et le prestataire, personnaliser le template d'un site web. 2. Alors, tout simplement, il est utilisé pour valider la charte graphique et le design d'un site web par le client et le prestataire. Nous avons déjà expliqué ça dans le cours. La question suivante. Pour assurer un bon référencement d'un site web, il est recommandé d'utiliser SEO, SEO, Google Analytics, indexation sur les moteurs de recherche. SEO. Alors la réponse est SEO et j'ai déjà expliqué Search Engine Optimization dans la classe. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter cette question? J'ai déjà cliqué sur le bouton suivant et donc bon, tu peux consulter vos collègues qui sont en train d'enregistrer la D'accord. séance parce que je sais que parmi vous des gens qui enregistrent les séances en mode audio et vidéo, ok? Parce que je ne peux pas revenir en arrière. J'ai un bouton. C'est le cas de l'examen qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière. Si on répond à une question, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, le coût d'un seul domaine est 0 dirham, gratuit, mais à condition d'acheter le nom de domaine. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ouais. Alors, pour Vrai. certains hébergeurs, c'est vrai. Pour certains hébergeurs, c'est vrai. Ouais. L'hébergement mutualisé est le moins performant par rapport aux autres types d'hébergement. Vrai ou faux? Monsieur, vous pouvez Ouais. répéter? L'hébergement mutualisé est le moins performant par rapport aux autres types de l'hébergement. Vrai. Oui, vrai, on a déjà dit ça dans la classe. Un CMS WordPress est développé en utilisant le langage PHP, JavaScript, CSS, HTML. PHP. PHP. Pour exécuter le code HTML, nous avons besoin d'un simple navigateur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oui, c'est correct. Voilà, donc c'était les 28 questions pour ce test-là. Donc, voilà. Je sais pas, je pense que c'est pas la peine de voir d'autres tests parce que j'ai plusieurs. Et donc, on a vu maintenant 28 plus 20, 38, donc c'est 64, je pense, questions. Alors, j'ai encore d'autres tests, mais c'est pas la peine de voir tous les. Alors, est-ce que vous avez un feedback par rapport à ces questions? Monsieur, pour les 28 questions, comment les points sont étalés sur toutes les questions? Pardon, Comment le barème, ça va? le barème. Chaque question a un barème. Il y a des questions qui ont un point, qui ont deux, qui ont trois points. Donc, ça dépend de la complexité des questions. Tu vois? Oui, donc la note finale, c'est pas sur 20. La note finale, c'est sur 20. Bien sûr, la note finale, c'est sur 20. Mais il y a un calcul à faire. D'accord. Pour le système, la note, ça peut être sur 80, sur 100, sur 70. Mais le système va me faire le calcul pour qu'elle puisse me donner une note sur 20. C'est bon? Oui, monsieur, d'accord. Et donc, pendant l'examen, vous pouvez toujours voir le barème, bien sûr, et la durée de l'examen. Alors, la durée de l'examen, dans certains cas, c'est 20 minutes, dans d'autres cas, 25. Alors, en général, je vous donne juste le temps nécessaire pour faire l'examen. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour chercher des trucs. Donc, un examen à 40 questions, je peux le donner en 20 minutes. En général, en 20 minutes. Donc, il faut lire et répondre.
Super, monsieur. Pour le test, c'est de, je sais pas, pas une durée, à une heure fixe, tu le fais ou c'est genre pendant une durée donnée? Comment tout le monde va le faire en même temps? J'ai pas bien saisi. Par exemple, tout le monde doit faire l'exercice, par exemple, le 7 janvier à 10 heures ou dans la Ouais, journée du 7. l'examen, vous allez le faire à l'INSA, dans la classe avec les surveillants. C'est pas un examen que vous allez faire chez vous. Non, mais sur Moodle. Ah oui, je parle de modèle, oui. Ok. L'examen modèle, c'est comme un examen sur papier. C'est-à-dire, vous allez entrer dans la salle, vous allez connecter vos machines, vous avez des surveillants qui vont vous surveiller pendant l'examen, et je donne le point de départ, vous allez commencer. Après 20 minutes, 25, ça dépend de la longueur ça dépend de la durée de l'examen. Le système va envoyer les réponses. Donc, tout le monde va commencer en même temps. Et c'est un examen surveillé. Est-ce que vous imaginez que vous allez faire l'examen chez vous? Non, monsieur, j'ai compris. Parce que votre question, elle donne l'impression que vous avez pensé que on va faire l'examen à notre guise. C'est-à-dire, comme on veut. Non, c'est un examen comme les autres. Ben, si je vous donne de faire cet examen chez vous, ça ne sera pas un examen. Il y a même dans la classe, il y a toujours des méthodes pour... ok, donc maintenant j'ai terminé avec cette activité qui consiste à vous donner une idée sur les questions que j'ai posées. Vous aurez bien sûr des questions qui ne sont pas forcément proches de, de celles que je viens de... les questions vont focaliser sur la partie théorique et pratique comme je viens de dire. Alors, je pense que j'ai terminé maintenant avec la partie test précédent. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une séance de révision. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est le bon moment pour poser ces questions. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le résultat du test avec la note du TechWeb ou du module système d'information? Comment? Monsieur, parce que vous avez dit que le test, on va le passer après le CC. Alors, je pense que vous avez l'intelligence nécessaire et suffisante pour savoir que la note de test qu'on va faire pour la technologie web sera considérée comme note de technologie web. Parce que l'examen, vous l'aurez la première semaine, dès l'entrée, vous avez l'examen. OK. La première semaine après les vacances. Fahmtini? Oui, monsieur. Donc, la première séance de l'entrée, nous allons faire l'examen et j'aurai les notes que je vais compter avec les autres notes, que ce soit de contrôle continu qu'on va faire la semaine de CC ou bien les notes des projets que vous avez réalisés. Donc, c'est une note propre à la matière technologie web. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le cours, des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous n'avez pas bien saisies, etc. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter l'architecture client-serveur. Parce que Oui. répéter je dans le cours, Non. 60 minutes pour parler de cours de technologie client-serveur. Pose-moi des questions. Par exemple, pour on a parlé des architectures qui peuvent avoir 3 tiers et en même temps 4 tiers. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret pour bien comprendre? Bon, écoute, normalement, lorsqu'on parle de l'architecture 3 tiers, c'est-à-dire on a 3 composants. Le composant client, il est toujours là parce que c'est une architecture client-serveur. Donc, au niveau de composant serveur, ça peut être 2 composants, ça peut être parfois 3 composants. Ça peut être un seul composant, comme donc un serveur de données, ou bien un serveur web. Donc, le cas général, par l'exemple de 4 tiers, c'est le cas d'un ERP web-based,
parce que le cas d'un ERP EPZ, avec la possibilité, bien sûr, de consulter avec une application qui s'installe sur la machine, là, on parle de 4 tiers. Pourquoi 4 tiers? Parce que nous avons toujours besoin de serveurs d'application, parce que dans le serveur d'application, on met la partie traitement, c'est-à-dire le core, si vous voulez, de notre application, de notre système plutôt, le serveur de données, ok. Et puisque l'ERP va nous proposer la possibilité de l'utiliser via un navigateur web, donc là, j'ai besoin d'un serveur web. OK? Donc, un serveur web qui va héberger les pages qui seront envoyées au client. Donc, dans ce cas, on a besoin d'une architecture client-serveur 4 tiers. OK? Si je prends un ERP, par exemple, qui ne présente pas ce... Donc, pour utiliser, je dois un client. Donc, un client desktop. Alors, dans ce cas, j'ai une architecture 3 tiers, c'est-à-dire que j'installe sur ma machine. Serveur d'application qui contient la partie traitement, le code source et bien évidemment le serveur de données qui contient la base de données. OK. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que je veux dire par une application desktop. Monsieur, comme l'SAP. SAP a Oui, deux architectures. c'est ça ce que je vais non? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, monsieur. Oui. Alors, ce que je vais faire... Bien, alors, voilà, vous pouvez voir ici mon bureau. Ça, c'est le bureau de mon ordinateur. Vous le voyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. À gauche, j'ai un menu. J'ai ici donc un raccourci. Donc ça, SAP, ça, c'est un client. Vous voyez? Je clique sur le client. J'aurai l'accès à un système. Le système que je vais utiliser maintenant, c'est un système qui n'est pas installé sur ma machine. Il est installé sur un serveur. OK? Le serveur, le composant serveur est composé de Monsieur, deux... maintenant, on ne voit que le desktop, on ne voit pas l'application. Même maintenant, vous ne voyez pas l'application. Maintenant, c'est bon, on arrive. OK. Alors, j'ai dit que... alors, j'ai cliqué sur le SAP. Je lance l'application. Voilà l'application. Je tape mon login ici, mon password, et je clique sur connecter. Donc, en réalité, ce que vous êtes en train de voir maintenant, ça, c'est une application cliente qui est installée sur ma machine. OK? C'est un client Java de SAP qui s'installe sur la machine, une machine Linux. OK? Et donc, lorsque je tape mon login et mot de passe, je peux accéder au serveur. Le serveur, il existe géographiquement dans cette ville-là, en allemand. C'est bon? Et donc, il y a deux parties. Le partie serveur de données, qui contient la base de données, et du serveur d'application qui contient la partie traitement, c'est-à-dire le système SAP. Donc, en tapant mon login et mot de passe, je peux accéder, je peux créer des bons de commande, je peux confirmer, je peux faire beaucoup de choses. C'est un exemple de l'architecture client-serveur. Client-serveur, on peut dire 3 tiers. Mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça, c'est SAP S4HANA. SAP S4HANA utilise une notion de base. Il n'utilise pas la notion de serveur de données. Il utilise une notion d'une technologie développée par SAP qui s'appelle SAP HANA. Donc ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails.
Non, c'est pas le cloud, non. Je parle de la nature du serveur de données. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, monsieur. Par rapport Pardon? au par rapport au TP de WAMP, Oui. lorsqu'on installe WAMP et qu'il y a, par exemple, un service qui n'est pas démarré, comment est-ce qu'on résout ça? Ok, On réinstalle? alors lorsqu'on trouve un service qui n'est pas démarré, bon, la source de ce problème peut être d'abord. Alors, il faut d'abord identifier le service, on a des services qui n'ont pas pu démarrer. S'il s'agit par exemple de services Apache, donc alors que MySQL est lancé, il y a une forte probabilité que vous avez le port 80 est occupé par un autre logiciel. OK? Alors, il faut libérer ce numéro de port. Donc, parfois, lorsqu'on utilise le Skype prend automatiquement le port 80. Donc, si vous avez par exemple Skype, si vous avez Skype installé, alors dans ce cas, il faut le désactiver. Une petite minute, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez pas désactiver Skype, alors vous pouvez changer le port par défaut de serveur Apache, qui est 80, et le remplacer par un autre numéro de port, par exemple 80. Alors, si par exemple vous avez les deux services sont bloqués, c'est-à-dire l'écran de WAMP serveur est en rouge, alors dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est chercher est-ce que vous avez un firewall activé. Donc, le firewall de votre antivirus va bloquer l'exécution des deux services, Apache et MySQL. Deux possibilités, sinon il y a d'autres possibilités. On peut avoir un problème de conflit système entre plusieurs logiciels. Okay. Si par exemple vous avez une installation précédente, c'est-à-dire une installation antérieure de MySQL, donc si vous installez au serveur, le MySQL ne va pas démarrer, ça c'est sûr et certain. Si vous utilisez un logiciel installé sur votre machine qui utilise Apache, alors même problème. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent générer ce problème de non-fonctionnement de WAMP server. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Lorsqu'on installe le WAMP et qu'on essaie d'accéder à PHPMyAdmin, j'ai oublié le username qu'on entre. Vous avez oublié quoi? Lorsqu'on va accéder à PHPMyAdmin pour la première fois que vous avez installé WAMP server, le WAMP. Oui. Oui, pour log into the PHPMyAdmin. Oui. Ouais. L'utilisateur, le mot de passe qu'on entre, c'est un nouvel utilisateur qu'on lance ou? Non, alors lorsque vous installez PHPMyAdmin, vous avez déjà saisi votre login et mot de passe. Vous utilisez ce login et mot de passe. Ben, sinon, on utilise, tu parles de WAMP d'une manière générale. Avec le WAMP, oui, on utilise root comme login et un password qui est vide. D'accord. Si vous avez fait l'installation par défaut. Oui, c'est le root que j'avais oublié. D'accord, merci. Root, R-O-O-T, et le password qui est vide. D'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, on a parlé pendant le cours des différents types d'hébergement, le VPS, l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. Et on a classé ces trois en gamme. Le plus cher, c'est le dédié, le moins coûteux, c'est le mutualisé. Mais on a parlé aussi du cloud, d'hébergement cloud, et on n'a pas parlé d'où on peut classer parmi les quatre. Les quatre. Vous voulez dire l'hébergement cloud par rapport dédié VPS
est mutualisé. Oui, monsieur. Alors, parce que dans l'offre cloud, il y a plusieurs offres. Ok. Donc, ça dépend de l'offre. Donc, on ne peut pas comparer comme ça un serveur dédié avec le cloud sans entrer dans les détails de l'offre des deux, que ce soit le cloud ou bien le serveur dédié. C'est bon, donc c'est les détails de l'offre, c'est-à-dire capacité mémoire, capacité processeur, qui vont, euh, donc nous déterminer la solution la plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, monsieur. Lorsqu'on développe un site localement, J'ai une petite remarque, c'est que pendant la séance, il y a 3-4 personnes qui parlent. Les autres, je ne sais pas. Bon, ils ne posent pas les questions, ils ne répondent pas aux questions que nous avons traitées. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, sur mon système, il y a 63 personnes qui assistent. Bon, ça peut signifier que 300 comptes qui est connecté, pas forcément une personne physique. Mais le fait d'avoir 2-3 personnes qui sont en train de discuter alors que les autres sont absents, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon indicateur. Ok. Oui, monsieur? oui, je disais, lorsqu'on développe un site localement et qu'on veut l'héberger, vous avez dit qu'on a deux façons. Soit on envoie le dossier, par exemple, lorsqu'on a développé le site avec WordPress et qu'on a décompressé le dossier WordPress dans Work, on peut envoyer le dossier Work dans le dossier HTML, ou soit on peut utiliser la base de données. J'aimerais que vous approfondissiez la partie de la base de données. Alors, vous avez créé un site en WordPress, c'est ça? Oui, monsieur. Localement, c'est-à-dire en utilisant Web Server, c'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Vous avez terminé la préparation de votre site. C'est-à-dire le site contient des pages. Vous l'avez exploré sur la machine locale sans problème, c'est ça? Oui, monsieur. Et maintenant, vous cherchez à l'héberger sur un serveur web. C'est-à-dire sur un pack d'hébergement, par exemple, c'est ça? Oui, monsieur. Ok, alors les étapes sont les suivantes. La première des choses, bon, normalement, je dois vous dire une chose, c'est qu'il existe plusieurs méthodes. Moi, je donne une réponse aux deux. Sinon, techniquement, il existe pas mal de méthodes qui permettent d'héberger ce site. Mais moi, je donne une méthode que j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, la première étape, c'est d'envoyer le dossier WordPress vers le serveur, vers le dossier www de votre hébergeur. OK? Donc, pour cela, vous allez utiliser votre client FTP. Et vous avez deux méthodes. Soit vous sélectionnez le dossier, par exemple le dossier Work, et le glisser, déplacer, relâcher avec le client FileZilla. C'est la première méthode. Donc, il faut attendre, en fonction de votre débit, il faut attendre un peu du temps afin que le site soit transféré à votre pack d'hébergement. Qu'il y ait une deuxième possibilité, c'est de compresser localement votre dossier et vous aurez comme résultat un seul fichier zip que vous pouvez envoyer vers le serveur. Ok, c'est plus rapide par rapport à la première méthode. Alors, lorsqu'on envoie le fichier .zip au serveur, on peut la décompresser via un utilitaire de compression qui existe au niveau de ces panels. Et donc là, on peut gagner un peu du temps. Alors, maintenant, on a déjà envoyé le dossier de notre site web, c'est-à-dire notre site web WordPress, vers le serveur. L'étape 2,
c'est de créer une base de données. On crée une base de données sur le serveur via phpMyAdmin de cPanel. Alors là, directement, si vous utilisez le Google Cloud, comme on a fait dans la classe, vous pouvez directement créer une base de données via phpMyAdmin. Une base de données qui est vide. Alors, ce qu'il faut faire par la suite, c'est exporter la base de données que vous avez sur Web Server, parce que vous venez de créer une base de données vide, alors que votre site que vous avez créé localement avec Web Server, elle contient des indés qui sont déjà alimentés par les données que vous avez créées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exporter la base de données et avoir un fichier SQL ou un fichier CSV. Donc, vous allez télécharger ce fichier sur votre bureau, puis vous allez importer ce fichier vers votre serveur sur Internet. Comment? En utilisant phpMyAdmin de votre cPanel. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est bon? Vous arrivez à me suivre? Je me suis un peu perdu la partie de phpMyAdmin, la base de données. Alors, on a dit, puisque notre site... Alors, l'étape 1, c'est envoyer notre site vers Internet avec le client FTP. L'étape 2, créer que le site utilise une base de données. Donc, je dois créer une base de données vide au niveau de serveur. Comment? En utilisant phpMyAdmin de serveur. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Oui, monsieur. Alors, le site que vous venez de créer localement, elle contient une base de données. Cette base de données contient des dizaines de tables qui sont déjà alimentées par les données que vous avez créées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Alors, il faut tout simplement copier ces données et les mettre sur le serveur. Comment? Avec l'export-import. C'est pour cela qu'on a expliqué exporter, importer les bases de données. Comment faire? Donc, je commence par exporter la base de données sous forme d'un fichier CSV ou un fichier SQL, si je veux, bien sûr. Donc, exporter signifie que un fichier .SQL ou bien un fichier CSV sera généré sur mon bureau, mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer ce fichier vers la base de données vide que je viens de créer sur le serveur. Alors, comment importer? À travers phpMyAdmin, je clique sur Import et je peux cliquer sur le bouton Upload, chercher le fichier, sélectionner et cliquer sur le bouton Send. Alors là, OK, voilà, il y a plusieurs boutons. Alors maintenant, sur le serveur, j'ai une base de données qui n'est plus vide, qui contient des dizaines de tables. Quelles sont les tables? Les tables qui ont été créées localement, sur la machine locale. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai uploadé mon site web, c'est-à-dire les dossiers de mon site web via le client FTP. J'ai importé ma base de données via l'utilitaire phpMyAdmin. Il me reste une seule étape. Quelle est l'étape qu'il me reste? Alors, c'est l'étape de la configuration. Dire au fichier de configuration de WordPress, voici la base de données à laquelle vous devez connecter. Donc, comment faire ça? Sur la racine de mon dossier WordPress, il existe un fichier de configuration. .php, bien sûr. J'ouvre ce fichier et je vais modifier les valeurs. Je vais modifier le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le nom de login, le mot de passe, etc. Puis je sauvegarde. Dernière étape, c'est taper l'adresse de votre site web et le site va s'afficher correctement et sans aucun problème. Voilà la réponse à votre question. Merci. Votre question signifie que vous avez avancé dans le travail de site dynamique via WordPress et vous voulez héberger le site sur le serveur web. Donc, c'est une bonne chose. Le fait de ne pas poser la question par les autres collègues signifie qu'ils n'ont pas
investir la partie WordPress, donc l'installation, configuration, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? Monsieur, Oui. monsieur, في le rapport, les explications les commandes, est-ce qu'on doit les faire dans le rapport ou juste une explication في la vidéo? Alors, dans le rapport, il faut expliquer les commandes, oui. D'accord, car Ou dernière fois, dans l'annexe de rapport, il faut donner, comme j'ai dit, un document qui donne les commandes qui permet de faire le travail, sans explication, sans rien du tout. C'est-à-dire un document qui donne que les commandes, commande par commande. Oui. Monsieur, pour la vidéo, on a trouvé un problème. Attends. Est-ce que vous avez d'autres questions, mademoiselle? non, monsieur, Ok. Oui, monsieur. merci. Lorsqu'on fait une seule vidéo, elle prend du temps pour se charger, une fois 5-6 minutes. Est-ce qu'on peut la diviser en trois, chaque projet sa vidéo? Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez le faire. Moi, j'ai déjà dit ça. J'ai dit que vous avez le choix entre créer une seule vidéo ou la division en plusieurs vidéos, plusieurs fichiers. Mais il faut bien sûr numéroter les vidéos en ordre, donc première vidéo, deuxième, troisième, jusqu'à le dernier. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, est-ce que vous pouvez donner une estimation à propos des nombres de pages du rapport? Ben, je ne peux pas donner une estimation, ça dépend de votre conception et comment vous avez conçu votre rapport et le contenu, la richesse de contenu. Donc, je ne peux pas parler d'une estimation. Mais bon, je sais pas, certainement, je ne vais pas attendre un document de 30 pages, ou de 20 pages. Alors, à part 40, 50, 60, 70, donc ça dépend de chaque groupe. Mais certainement, j'attends pas un document de 35 pages. Ça, c'est sûr et certain. Alors, 40, 45, 50, 60, 70, voilà les rapports pour ce travail. Mais ça reste toujours en fonction de votre conception de rapport et la richesse de contenu que vous avez mis dans le rapport. Et j'insiste sur le fait de respecter les règles que nous avons déjà spécifiées, notamment la taille de police, l'interligne, comment on va insérer les images, les titres des images, la liste figure, la liste tableau et tout ça. Il faut surtout faire attention à la présentation de votre rapport. Monsieur, et pour le design des pages, est-ce qu'on peut utiliser un design ou il faut que ça soit... Qu'est-ce que vous voulez dire par un design? C'est-à-dire image de background? Exact. Non. Le rapport doit être un rapport professionnel. Rapport professionnel, c'est-à-dire noir sur blanc. Pas des couleurs sur l'arrière-plan, là, des images. Un rapport professionnel. D'accord. Bien sûr, n'oublie pas de mettre les noms, prénoms et les photos des étudiants qui constituent chaque groupe sur la page d'accueil de rapport. Comme ça, je peux identifier les éléments de chaque équipe qui ont réalisé le rapport. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une limite pour chaque vidéo, limite de temps? Limite du temps. Je ne peux pas vous donner une limite, mais certainement, vous n'allez pas me donner une vidéo à 3 heures ou à 2 heures. Donc, des vidéos qui expliquent les choses, mais donc, je ne peux pas donner des limites. Ok? C'est à vous de voir. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez dit que le rapport soit professionnel. Donc, on n'a pas le droit de mettre des couleurs dans le rapport. J'ai pas dit des couleurs de background, de l'arrière-plan. Ok, d'accord. Mais les couleurs, bien sûr, on va mettre des couleurs, certainement. Moi, je parle de background. On ne va pas utiliser de background.
D'accord. les couleurs de l'arrière-plan, des images de l'arrière-plan, etc. Et Monsieur, monsieur, on peut Pardon? est-ce que monsieur, on peut utiliser des screenshots? On peut les insérer. Screenshots de réalisation de projet, c'est-à-dire, oui, Oui. et bien sûr, oui, mais il faut pas trop utiliser les screenshots parce que les screenshots, je peux consulter la vidéo pour les voir. Mais lorsque vous jugez qu'un screenshot est indispensable pour la compréhension de votre paragraphe, alors votre partie de rapport, oui, donc il faut insérer dans ce cas ces images sans aucun problème. monsieur, c'est obligé de travailler avec Word. Alors, vous voulez travailler avec quel logiciel, par exemple? Par exemple, Canva. Canva? Oui, Qu'est-ce Canva? Canva ne permet pas vous allez réaliser un rapport avec Canva. oui. Déjà, nous avons réalisé le projet de Odoo avec Canva. Bon, sauf, là, je ne vais pas vous orienter vers un logiciel bien défini. Mais ce qui est important pour moi, c'est que le rapport respecte bien les règles que nous avons déjà données. Vous avez déjà le document des règles pour rédiger un bon rapport, donc il faut suivre les consignes. Que vous réalisez votre rapport avec Canva ou la PowerPoint ou la même Paint, c'est à vous de voir. Ce qui est important pour moi, je peux recommander Microsoft Word ou bien des équivalents en Linux comme OpenOffice. Mais utiliser d'autres logiciels, vous pouvez l'utiliser. Mais pour moi, le rapport doit être conforme à l'ensemble des consignes que nous avons déjà données. C'est un rapport, ce n'est pas c'est pas un support de présentation. Il ne faut pas distinguer entre ces deux points. Oui? D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, vous avez Oui. dit que Monsieur, vous avez dit pour empêcher les autres pour accéder à mon page web. On peut changer le nom de fichier index.html. Comment? J'ai pas bien. Comment vous avez dit? Pour empêcher les autres internautes à accéder. Pour empêcher les autres internautes à accéder à la page web, on change le nom du fichier index.html. Oui, il existe plusieurs techniques. Ça dépend de est-ce que votre site est dynamique ou statique. Donc, Oui, lorsqu'il monsieur. s'agit d'un site statique, il Oui, suffit monsieur, de. on peut utiliser. On peut utiliser quoi? Monsieur, on peut utiliser une autre méthode en accédant à la partie de pare-feu et dans la plage des adresses IP et je mets les adresses des machines que je veux. C'est une solution. Bah, à condition d'avoir accès au firewall de votre serveur. Oui, si vous avez l'accès à firewall, vous pouvez donc contrôler les plages d'adresse IP que vous voulez accéder au site. Oui, c'est une possibilité. Mais Ok, merci. la méthode que j'ai proposée, c'est une méthode qui prend en considération que votre site sera toujours consultable, c'est-à-dire les personnes qui vont visiter votre site, elles voient un message qui dit que le site existe, mais il est encore de construction. Si vous bloquez l'accès avec le firewall, le visiteur peut avoir l'impression que le site n'est plus là sur Internet. C'est ça la différence, si vous voulez, entre les deux. Ok, merci. D'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner comment les questions du CC seront formulées? Est-ce qu'elles seront
des questions à réponse simple, des questions de rédaction? Ce seront des questions de rédaction. Si vous parlez de l'examen de la semaine de CC, ce sont des questions de rédaction. Vous allez rédiger. Vous allez répondre. Donc, je vais donner peut-être des études de cas, des trucs. Donc, il faut réfléchir et répondre. Pas de questions simples comme celles que vous venez de voir sur Moodle. Ce type de questions, c'est sur Moodle. Mais dans l'examen qu'on va faire, Inch'Allah, la semaine de CC, des questions à lesquelles il faut répondre. D'accord, monsieur, merci. Donc, apparemment, vous n'avez pas d'autres questions. Très bien. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, la séance de mercredi, sera réservée pour les présentations. Donc, comme j'ai dit, chaque groupe va présenter en 10 minutes. Il faut surtout bien préparer votre présentation, que ce soit au niveau du support que vous allez utiliser, que ce soit le speech que vous allez donner. Comme j'ai dit, le contenu doit être clair, votre manière de parler doit être claire, avec un rythme moyen. Okay. Vous allez parler dans cette présentation de ce que vous avez fait dans le projet et ce que vous avez développé comme compétences. Ok, donc toujours il faut faire la liaison avec les projets que vous avez fait. Voilà ce qu'on a fait. Donc il ne faut pas oublier la description de ce que vous avez fait. Voilà ce qu'on a fait et voilà ce que nous avons développé en compétences. Bien sûr, il existe deux volets de compétences. Compétences techniques et compétences, comment dirais-je, j'aime pas utiliser le terme soft skills, mais bon, des compétences autour de projets, des compétences qui ne sont pas techniques. Que vous avez développé. Vous n'êtes pas obligé de parler des choses que vous n'avez pas développées comme compétences. Parce que je peux toujours garder le droit de poser des questions sur une compétence particulière que vous avez développée. Je peux toujours poser la question comment? Développe-moi l'idée. Donc, est-ce que ce sujet de présentation de mercredi est clair pour tout le monde? Pardon? Pardon? Mademoiselle, votre question? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? Pas de questions. Alors, pour le délégué, Yassine, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, ce que vous allez faire, pour faire ces présentations, nous allons utiliser une seule machine, un seul ordinateur. Donc, les groupes vont préparer leur présentation PowerPoint. OK? Il faut qu'ils envoient ces présentations à votre compte email et vous allez choisir une machine d'un groupe. Vous allez tester auparavant la connexion de cette machine avec la vidéoprojecteur. Vous allez créer un dossier sur le bureau et vous allez copier les présentations des groupes dans ce dossier. Ainsi, chaque équipe, lorsqu'elle accède à la salle, elle va ouvrir directement sa présentation, son fichier PowerPoint, et commence la présentation, sans perdre le temps, le changement de machine, vérifier est-ce que ça marche avec le projecteur ou ça marche pas. Donc, toutes les présentations seront effectuées en se basant sur la même machine ou le même ordinateur. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair, ce que je viens de dire? Oui, oui, d'accord. Très bien. Donc, comme j'ai dit, la présentation sera groupe par groupe. Donc, on ne va pas faire une présentation publique. Nous allons garder la présentation en public pour les présentations qu'on va faire sur la matière système d'info.
Et bien sûr, l'ordre de passage, je vais vous envoyer l'ordre de passage par la suite. Mais en général, donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3 jusqu'à le groupe 15. Vous avez déjà les noms de groupes, n'est-ce pas? D'après la liste que vous m'avez envoyée, il y a le groupe 1, groupe 2, on va garder pratiquement même ordre. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Monsieur, tout à l'heure, on a parlé une question de quelque chose similaire à File Manager. Oui. Est-ce qu'on a travaillé, parce que j'ai pas entendu cette notion les projets qu'on a travaillé, même pour le WAMP server. Alors, File Manager existe au niveau de ce panel. La séance que nous avons fait, la séance à distance, je pense la dernière séance de vendredi, je pense. J'ai parlé de File Manager, j'ai montré déjà l'écran de File Manager et j'ai expliqué à quoi sert cet outil qui permet donc d'envoyer les fichiers, de les modifier, de les gérer tout simplement sur le serveur. Oui, je me souviens. C'est la partie où on a parlé de la sécurité, de trafic, etc. Pas forcément la partie sécurité. Alors, lorsque j'ai exploré les fonctions de ces panels, j'ai montré le File Manager et j'ai dit que c'est une solution alternative de l'envoi de fichiers avec un client FTP. Sauf que j'ai dit qu'il y a une différence entre les deux. J'ai déjà donné la différence. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, apparemment, vous n'avez pas de questions. Je pense que je vais clôturer la séance. Donc, c'était une séance dédiée pour d'abord pour avoir une idée sur les questions que je pose dans l'examen Moodle, donc l'examen en ligne. Et aussi, la deuxième partie, c'était pour répondre aux questions que vous voulez poser, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, moi, j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire réserver une séance pour la révision. Si vous n'avez pas profité de cette séance, donc c'est à vous de voir. Et donc, si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, on va se voir, Inch'Allah, le mercredi pour faire les présentations. Alors, je demande surtout de préparer la salle avant qu'on démarre les présentations. C'est-à-dire, il faut tester la machine avant le démarrage de la séance, tester la machine avec le vidéoprojecteur, stocker les fichiers, etc. C'est-à-dire, dès que j'entre dans la salle, on commence les présentations. Parce qu'on a plusieurs présentations à faire. Donc, et on a peu du temps. Donc, 3 heures, c'est pas très suffisant pour faire passer tout le monde. Donc, je vais essayer de faire tout le monde si on dépasse 3 heures. Alors que si vous n'avez rien à ajouter, je vais clôturer la séance. Vous savez, c'est bon? Je peux? Oui, monsieur. Ok, merci pour votre présence et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Slama. Merci.